À la une de l'actualité crise au Cameroun anglophone, le président Paul Biya a dans un message à la nation ce mardi convoqué un grand dialogue national. Les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe se sont réunis au Caire. Occasion pour le secrétaire général de la Ligue de demander à l'Iran de cesser de soutenir les rebelles houthis avec de l'argent et des armes. Et puis au Nigeria, la population pourra désormais échapper aux embouteillages de Lagos grâce à des applications mobiles de Tassimoto. Voilà pour les titres. À toutes et à tous, bienvenue. Dans une de ses rares sorties, le chef de l'État camerounais Paul Biya s'est adressé ce mardi soir à ses compatriotes. Dans son message à la nation, il s'est surtout appesanti sur la crise dans les zones anglophones de son pays. Pour tenter de mettre fin au conflit meurtrier entre des groupes séparatistes de la minorité anglophone et les forces de sécurité dans l'ouest du Cameroun, le président Paul Biya a réitéré dans son message à la nation ce mardi son offre de pardon à ceux qui, du côté des séparatistes armés, déposent volontairement les armes, mais promet à ceux qui s'y refusent de subir toute la rigueur de la loi. Ceux qui volontairement déposent les armes et se mettent à la disposition des centres de DDR n'ont rien à craindre. En revanche, ceux qui persisteront à commettre des actes criminels, à violer les lois de la République, feront face à nos forces de défense et de sécurité et subiront toute la rigueur des mêmes lois. J'en appelle justement aux pays qui abritent ces extrémistes. S'ils se soucient réellement de la situation des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qu'ils agissent contre ces criminels. Le président Paul Biya entend également convoquer un grand dialogue national. J'ai décidé de convoquer dès la fin du mois en cours un grand dialogue national qui nous permettra, dans le cadre de notre Constitution, d'examiner les voies et moyens de répondre aux aspirations profondes des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais aussi de toutes les autres composantes de notre nation. Présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement, ce dialogue réunira une palette diverse de personnalités, parlementaires, hommes politiques, leaders d'opinion, intellectuels, opérateurs économiques, autorités traditionnelles, autorités religieuses, membres de la diaspora, etc. L'annonce de ce grand dialogue international intervient 3 semaines après que le leader séparatiste Julius Ayoub Tabé et 9 de ses partisans avaient été condamnés à la prison et alors que plusieurs leaders de l'opposition sont jugés pour insurrection. Si cette sortie du président Paul Biya est saluée par certains, d'autres par contre la qualifient de ratée. Il reconnaît enfin que on ne peut résoudre des problèmes politiques qu'en apportant des solutions politiques et non militaires ou judiciaires. Je pense qu'aujourd'hui, il est important que ceux qui sont en brousse dans le maquis pour, n'est-ce pas, freiner le dialogue puissent déposer les armes pour venir au dialogue. Parce que l'important n'est pas seulement le dialogue, l'important c'est que les acteurs même de la crise anglophone, ceux qui ont pignon sur rue dans la crise anglophone, ceux qui tiennent la crise, viennent véritablement au dialogue. Libérer les gens qui sont en prison, pourquoi pas de dialogue? Quand les gens sont en prison, il va dialoguer avec qui? Qu'est-ce qu'on dit? Il les dit, viens le bon. Il dit que dialogue national, avec qui actuellement qui va dialoguer? Qu'est-ce qu'on peut dire actuellement? Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulgate, a demandé à l'Iran de cesser de soutenir les rebelles houthis avec de l'argent et des armes. Il a fait cette demande alors que les ministres des Affaires étrangères sont réunis au Caire pour la 152e session du Conseil de la Ligue arabe sur les problèmes régionaux. La crise n'est pas terminée et elle n'est certainement pas exclusivement financière. C'est fondamentalement politique et ça concerne la destinée et l'avenir des réfugiés palestiniens.
Les attaques continues et croissantes contre le rôle, les services, le financement et la légitimité de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestiniens dans le Proche-Orient font partie d'une stratégie visant à affaiblir ou à supprimer les paramètres clés de la solution à deux États. Et en ce moment, Israël dispose d'une couverture politique fournie par les États-Unis qui lui permettent d'attaquer les territoires arabes dans certains pays de la région, comme nous l'avons vu ces dernières semaines. Il est devenu clair au cours de la dernière période que les Houthis ne prennent pas leurs propres décisions, mais reçoivent des ordres dans notre pays. Nous réitérons l'appel à l'Iran de lever son emprise de l'arène yéménite et de cesser de soutenir les milices avec de l'argent et les armes. Ce journal se poursuit. La lutte contre le terrorisme fait des victimes collatérales. Human Rights Watch a exhorté ce mardi le Nigeria à libérer des milliers d'enfants détenus par l'armée en raison de liens présumés avec les insurgés islamistes du groupe Boko Haram. Human Rights Watch a fait de graves révélations dans un rapport. Des milliers d'enfants sont détenus arbitrairement dans des conditions dégradantes et inhumaines, en particulier dans la caserne de Diwa, dans la ville de Maiduguri, située dans le nord-est du Nigeria. Selon les Nations Unies, 3600 enfants, dont 1617 filles, ont été détenus de janvier 2013 à mars 2019 pour leur implication présumée dans des groupes armés. D'après une chargée de la défense des droits des enfants à Human Rights Watch, les enfants sont détenus dans des conditions horribles depuis des années, avec peu ou pas de preuves de lien avec Boko Haram et sans avoir été traduits en justice. Beaucoup de ces enfants ont déjà survécu aux attaques de Boko Haram. Les traitements cruels infligés par les autorités aggravent leurs souffrances et les rendent encore plus vulnérables. Tout en reconnaissant que le Nigeria est confronté à des défis considérables posés par l'insurrection de Boko Haram, la détention de milliers d'enfants ne peut être une réponse, selon Human Rights Watch, qui soutient que les enfants touchés par le conflit ont besoin d'être scolarisés, pas emprisonnés. L'Organisation de défense des droits humains demande au gouvernement nigérien de signer un accord avec les Nations Unies pour garantir le transfert des enfants aux autorités de protection de l'enfance pour leur réunification familiale et leur réintégration dans la communauté. L'armée nigériane a rejeté mardi dans un communiqué les conclusions du rapport de Human Rights Watch, affirmant qu'elles n'étaient pas seulement erronées, mais de nature à empêcher le rétablissement de la paix. On reste au Nigeria où des applications mobiles de taxi moto ont vu le jour avec pour objectif de venir à bout des embouteillages de Lagos. Ces applications sont une petite révolution dans une ville où les bouchons empoisonnent la vie et l'économie de tous. À Lagos, dans une ville où les bouchons empoisonnent la vie et l'économie de tous, le taxi moto était jusqu'à présent considéré par la classe moyenne comme une tentative de suicide plutôt qu'un moyen de transport. Mais de nouvelles applications de téléphonie qui proposent un service de taxi moto en ligne sur le modèle d'Uber apportent une petite révolution. Les créateurs de GoKada, Okada signifie taxi moto à créole nigérian, sont les premiers à avoir fleuré la bonne affaire dans ce pays de 190 millions d'habitants et ont lancé le mouvement début 2018. Ils ont rapidement été suivis par d'autres opérateurs tels que Masokada et Oride qui rivalisent en promettant de meilleures technologies, des prix toujours plus bas et des chauffeurs mieux formés. La différence, c'est que les conducteurs de Kada, ils conduisent n'importe comment, dans toutes les rues. Ils ne respectent pas leurs clients, leurs passagers. Mais les champions, les coureurs de Marokada se font appeler champions, respectent leurs clients et ils conduisent prudemment. Par rapport aux conducteurs informels sur le marché et aux conducteurs non réglementés, les champions de Marokada, nous appelons nos pilotes champions, gagnent jusqu'à 3 fois, parfois jusqu'à 5 fois, ce qu'ils gagneraient en termes de revenus par rapport aux conducteurs informels. C'est parce que nous avons cessé d'augmenter l'utilisation de notre application pour eux. Tous les clients qu'ils reçoivent, c'est grâce à l'application. Ils n'ont pas besoin de se bousculer dans les parcs avec tous les chauffeurs informels du coin. Le plus grand défi de ces applications est avant tout de changer l'image des Okada. Leurs chauffeurs sont habituellement contraints pour leur proposition à zigzaguer dangereusement entre les voitures
à prendre les routes à contresens, rouler sur les trottoirs ou brûler les feux rouges. Ils sont aussi régulièrement accusés d'utiliser leur moto pour commettre des vols ou des crimes plus graves. On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Bonjour à tous. Démarrons la revue de ce mercredi par le Sénégal, où l'affaire interdiction du port de voile par une école fait de plus en plus grand bruit. Affaire institution Sainte-Jeanne d'Arc, le voile s'épaissit, positionne en gros titre Enquête Plus dans sa parution du jour. Le Canard fait savoir à travers ses lignes que l'affaire de l'interdiction du port du voile s'est invitée au regroupement des Tidianes de la Médina, occasion pour Serigne Mbaïsi Mansour de sermonner l'école et d'interpeller les députés. C'est ce que Vox Populi traduit à sa une par interdiction du voile islamique à Sainte-Jeanne d'Arc, réaction musclée du calife des Tidianes. D'après le journal, Serigne Mbaïsi propose que les écoles qui posent ces genres d'actes soient fermées. Pendant ce temps, le tabloïd sénégalais Le Quotidien rapporte la thèse opposée de l'UNAPEX qui soutient que l'inscription dans cette école vaut adhésion au règlement intérieur et propose en manchette « Affaire Sainte-Jeanne d'Arc, un voile sans débat ». Et à Sud Quotidien de renchérir « Affaire Sainte-Jeanne d'Arc, le voile de la discorde ». Alors que le voile alimente fortement la polémique, le quotidien LAS annonce pour aujourd'hui une réunion entre autorités de l'État et responsables de l'institution Sainte-Jeanne d'Arc. Une réunion que le journal qualifie de rencontre de la dernière chance. En Côte d'Ivoire, nous sommes à quelques jours du meeting du 14 septembre qui devrait consacrer l'alliance politique entre le PDCI de Henri Konan Bédié et le FPI de Laurent Gbagbo. Dans sa parution du jour, le sursaut qui estime que l'heure de la pesée a sonné pour Bédié et Gbagbo étale à travers ses colonnes les enjeux du meeting du samedi prochain. Et pourtant, le journal Aujourd'hui nous donne à lire à sa une que FPI et PDCI ne savent pas encore où va se tenir leur meeting maintenu pour samedi. Pendant ce temps, l'intelligent d'Abidjan nous apprend que le nouveau lieu sollicité pour le meeting a été dévoilé compte tenu de l'indisponibilité du stade Champrou à Makori. Le nouveau réveil, plus précis, souligne que le PDCI et le FPI feront le plein du parc des sports de Trècheville. En attendant la mise en place de cette plateforme de l'opposition, le Jour Plus nous informe de ce que Gbagbo ne veut toujours pas de Soro et explique comment Henri Konan Bédié est coincé dans ces conditions. Fin de cette revue de presse. Demain est un nouveau jour. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera également tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.